Eh bien, bonjour pour ce deuxième JT à MTV spécial Salon Global Industrie. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui tient à cœur aux arts et métiers, la recherche. La recherche, qu'elle soit partenariale et toute la recherche aux arts et métiers. Pour en parler, j'ai invité sur le plateau Yvan Jordanov. Vous êtes directeur de la recherche et l'innovation aux arts et métiers. Bonjour Yvan. Bonjour. J'ai aussi invité un client dans Recherche Partenariale, Eric Tisser. Vous êtes donc le président de Mazak, une très très belle maison de machines-outils japonaise. Et enfin, Bertrand Coulon, bonjour. Bonjour. Et je vous ai donc invité en tant que directeur du développement de chez AM Valor et où vous tricotez cette relation avec Mazak depuis de nombreuses années. Mais avant toute chose, pour bien comprendre à nos téléspectateurs ce qu'est la recherche aux arts, je vous laisse la parole, Yvan, pour qu'on puisse comprendre un petit peu je dirais la big picture, la grande... Merci beaucoup Eric. Donc j'aimerais commencer pour définir la recherche aux arts et métiers et en fait ce qu'on appelle la recherche en ingénierie. Alors on n'est pas la seule grande école d'ingénieurs à faire de la recherche en ingénierie, mais je crois que c'est très important de définir cette recherche particulière, qui est une recherche liée au métier de l'ingénieur et donc qui va se nourrir de problématiques industrielles. Voilà, on a des recherches académiques qui se nourrissent plutôt des publications scientifiques, qui essayent d'améliorer ce qu'ont fait les collègues chercheurs avant, pour caricaturer un petit peu. Nous, on va voir les industriels et on se nourrit de leurs problématiques. Quelles sont leurs créations de valeur potentielles? Quels sont les verrous technologiques qu'il faut forcer pour créer cette valeur? Et à partir de là, quels sont les verrous scientifiques qu'il va nous falloir forcer pour arriver à trouver des solutions pour l'industrie et pour l'industrie du futur dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, quelques chiffres peut-être ? Alors, quelques chiffres. D'abord, on a une particularité, c'est qu'on est un établissement sur 11 sites en France. On a 15 laboratoires de recherche en ingénierie. Donc, on est vraiment en proximité de nos industriels. Donc, Bertrand pourra détailler tout à l'heure, mais en gros, on a à peu près 1000 clients industriels chaque année, un certain nombre de contrats. On a 350 enseignants-chercheurs, 200 ingénieurs de recherche qui sont partagés entre l'ENSAM, les arts et métiers et notre filiale de valorisation à même valeur dont on parlera tout à l'heure. Un chiffre d'affaires partenarial autour de 15 millions d'euros annuels et à peu près la moitié de nos contrats qui sont vers des PME et la moitié plutôt ETI grands groupes. Voilà un petit peu nos grands clients et sur les grands secteurs d'activité. On est autour de l'industrie manufacturière principalement et on retrouve les grands secteurs d'activité, le transport, l'énergie, la santé et l'habitat. Qui sont à peu près le profil moyen de nos clients en recherche partenariale. Donc vous faites aussi partie d'autres, par exemple le Carnot, AM Valor, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Alors, pour tisser pourquoi on fait de la recherche en ingénierie dans une école d'ingénieurs? D'abord, on forme des ingénieurs, alors il ne faut pas l'oublier. Et globalement, nos enseignants, qui sont aussi des chercheurs, ils nourrissent nos formations de l'expérience industrielle et des technologies sur lesquelles ils travaillent avec les industriels. Donc ça, c'est un point essentiel puisqu'on doit former des ingénieurs qui vont accompagner la transformation de l'industrie avec toutes les problématiques qu'on connaît tous aujourd'hui autour de la digitalisation, autour des problèmes environnementaux, autour de la relocalisation. Donc ça, c'est le premier point essentiel. Et donc, le deuxième... Alors, j'ai oublié votre question, pardon. Juste voir après, quelle était votre position dans l'écosystème Carnot? Oui, pardon. Alors oui, excusez-moi. Donc ça, c'est vraiment le rôle recherche partenariale versus la formation de nos ingénieurs. Ensuite, il va nous falloir tisser une relation avec des clients industriels. Et donc, pour avoir une interface extrêmement réactive, parce qu'un client industriel, il a besoin que très rapidement, on lui propose la bonne solution, on lui mette en face les bons experts qui vont être des ingénieurs, des chercheurs, des doctorants. Et donc, pour être extrêmement réactive, on a créé une filiale de valorisation en 2016 qui s'appelle AM Valor et qui a la charge de faire cette interface extrêmement réactive pour trouver les bonnes solutions partenariales entre la grande école d'ingénieurs arts et métiers et nos partenaires industriels. Donc là, c'est vraiment un rouage essentiel à la réussite de notre recherche partenariale et en ingénierie. C'est notre filiale de valorisation AM Valor, dont Bertrand Coulon est le directeur du développement.
Alors justement, M-Valor, petit aparté pour ceux qui nous regardent et ceux qui sont à Lyon en ce moment sur le salon, nous sommes au 1A49 parce qu'il y a des chargés d'affaires qui sont là pour vous accueillir et vous aiguiller un petit peu sur justement sur les 15 labos parce que vous avez été humble et un peu discret, mais le spectre il est énorme. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, effectivement, l'activité d'AM-Valor est une grosse activité contractuelle, hein. Bien sûr, on est totalement imbriqué avec l'école des arts et métiers. Les 15 laboratoires, il faut savoir que la structuration de nos équipes de recherche est assez atypique, puisque dans une équipe de recherche, d'enseignement et de recherche, je vais me corriger, on retrouve bien sûr des enseignants-chercheurs, des techniciens et ingénieurs statut public de l'école, et également des salariés statut privé d'AM-Valor. C'est l'ensemble de ces personnes qui constituent une équipe qui va avoir un volet d'activité, bien sûr, sur l'enseignement, sur la recherche et sur la valorisation et les contrats industriels. Ça nous offre un panel complet d'activités, depuis des actions d'expertise, voire de conseil, d'accompagnement, et des actions de recherche qui vont être à plus long terme. Ça, c'est un point très important puisqu'on répond à tous les niveaux par rapport aux sollicitations industrielles. Du coup, ça nous donne un panel d'activités qui est très large. Et puis, on a 400 contrats de recherche signés par an. Le chiffre d'affaires, Yvan en a parlé tout à l'heure, on est aux alentours de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a su structurer avec la création d'AM-Valor une force commerciale, une force d'accompagnement à la fois des industriels, mais aussi de nos enseignants-chercheurs, de manière d'une part à répondre au mieux aux besoins industriels exprimés, c'est-à-dire orienter par l'animation du réseau les besoins industriels vers les bonnes compétences aux arts et métiers, d'une part, et puis d'autre part, quand un enseignant-chercheur ou un chercheur ou un ingénieur a un contact industriel sur un site, c'est de l'accompagner au mieux pour que lui réponde avec ses compétences au sujet industriel et qu'on lui amène le support et les ressources en embauchant éventuellement des jeunes ingénieurs ou des jeunes docteurs pour réaliser le projet de recherche avec ce partenaire industriel. Alors justement, c'est la raison pour laquelle on voulait donner dans cette émission du vivant et faire la démonstration par l'exemple. Donc vous qui êtes le président de Mazak, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Mazak, c'est la Mercedes de la machine-outil, on peut le dire? On pourrait le dire. Voilà. Pourrait le dire, oui. Et alors je suis très curieux, j'aimerais savoir comment c'est finalement noué cette relation. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les arts? Comment ça s'est passé? La genèse, tout ça. Alors, la genèse de la relation, déjà, donc, les arts et métiers sont très présents dans l'industrie parce que bon, c'est une formation qui est reconnue et je dirais quelque part valorisante quand, bien sûr, on a des employés de cette qualification-là. Donc, je dirais la relation a existé puisque nous avons on va dire du personnel donc, qui a fait les arts et métiers. Donc, la relation existait et je dirais cette relation, elle s'est renforcée sous deux thématiques. La première, c'était de travailler ensemble, donc, alors plus spécialement avec l'Institut de Cluny sur des thématiques comme je dirais le médical et autres, dont on faisait des symposiums où on invitait nos clients pour montrer un peu les possibilités de ce qu'on pouvait faire par rapport à un besoin. Et c'était assez intéressant parce qu'on avait fait venir des chirurgiens donc, qui nous expliquaient la pièce finale, où c'est qu'elle allait, et on prenait en fait, je dirais, de la genèse du produit jusqu'à son utilisation. Donc ça, c'était, on va dire, la première thématique, et la seconde, je dirais, c'était plus de l'accompagnement, je dirais, de société. Alors ça peut aller, je dirais, à une industrialisation de procédés, donc qui a pu être fait directement à l'école. Et des études qui ont été faites, je dirais, pour certains clients. Alors, nous, l'intérêt qu'on peut trouver là-dessus, c'est qu'on a une approche qui est assez fine par des gens de qualifiés, je dirais, et ce qui nous évite d'avoir, bien sûr, des structures trop lourdes, puisque c'est des choses qui s'adaptent par rapport aux besoins, qui ne sont pas forcément prévisibles à l'avance. Et je dirais... quelque part, je répète pour la France, du fait de la reconnaissance de cette école-là, d'arriver avec un dossier préparé arts et métiers, ça donne une certaine valeur. Donc on est une société de tradition en France, avec des industries où quelquefois on trouve des écoles représentées par rapport à d'autres. Et c'est vrai que c'est un support qui est assez intéressant et qui donne une crédibilité dans l'action. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est très important. Alors là, vous êtes installé à Cluny. D'ailleurs, la relation est forte, Bertrand.
Oui, la relation est très très forte et elle s'est construite avec le temps. C'est important. C'est une rencontre d'hommes, hein, ça c'est important aussi, puisqu'on se connaît depuis plus d'une douzaine d'années avec Monsieur Tesser. Et puis, avec le temps, on arrive à construire par étapes. Monsieur Tesser a parlé des symposiums organisés, et je vais faire une parenthèse, c'est-à-dire dans le biomédical, c'était aussi des enseignants-chercheurs du laboratoire de biomécanique de Paris qui étaient venus avec leur réseau de chirurgiens qui avait permis justement de faire une journée à la fois sur la partie problématique chirurgicale de la pose des prothèses, et ensuite on avait orienté sur la fabrication des prothèses, sur les moyens, notamment ceux de Mazac. Donc l'effet réseau dont je parlais tout à l'heure, en fait, il était directement lié à ces journées techniques. Et ensuite, au travers des projets qui sont amenés par notre partenaire fabricant de machines-outils, ou qui sont amenés par aussi le réseau de partenaires du laboratoire, donc du Labomap à Cluny, en fait, cette relation, elle se construit. Et ça donne surtout une dynamique collective avec un lieu commun où on réalise des expérimentations pour nos clients mutuels, qui ne sont pas forcément les mêmes clients, mais qui, par leur relation commerciale avec les entités, voient et découvrent nos activités et nos plateformes expérimentales. Ça, c'est donc, ce temps-là a été très important, et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le partenariat est encore renforcé sur beaucoup d'actions. Et en fait, il peut y avoir des petits creux dans la dynamique collective, mais globalement, le partenariat reste en place. C'est ce qui compte. Alors justement, depuis qu'il y a ce partenariat et que vous arrivez avec votre marque qui est connue et reconnue, et la marque Arts et Métiers, les clients viennent les yeux fermés, ils se disent bon, j'ai un problème, finalement je vous refile un petit peu le truc et je sais que vous allez me le débrouiller, c'est ça? Schématiquement si l'on veut, non, je pense que nous sommes en fait les hommes de l'art au niveau, on va dire, de l'utilisation de nos produits. Mais on n'a pas la capacité de recherche que peut l'avoir donc une école d'ingénieurs. Ensuite, il faut savoir que la France, où elle souffre au niveau industriel, c'est les ETI. C'est-à-dire, si on compare avec nos amis allemands, ils ont une force d'ETI qui est beaucoup plus forte. Donc, ce qui veut dire qu'on a un tissu, on va dire, de PME qui est assez dense. Mais quand on est patron de PME, je dirais, on est gestionnaire, on gère l'atelier, on s'occupe de tout. Et on ne peut pas tout faire. On vend des produits qui sont de plus en plus chers. Et il faut que cette montée en puissance, une fois que le client investit 30, 40, 50% de son chiffre d'affaires avec des machines complexes, des machines robotisées, donc il faut que cette montée en puissance, le ramp-up, se fasse le plus vite possible. Et là, je dirais, le client a besoin d'un accompagnement. Et cet accompagnement, une PME n'a pas forcément le réflexe de se dire je vais m'adjoindre un ingénieur, quel qu'il soit. Et là, ça permet déjà de démystifier le problème technologique, et ça permet aussi de faire le lien, je dirais, par rapport... si en France, il y a quelque chose qui marche bien, c'est l'enseignement, d'une façon générale. Je pense qu'on a un enseignement de qualité qui est reconnu. Et là, je dirais, il y a ce côté passeur de pouvoir faire cette connexion avec des écoles d'ingénieurs, avec donc un savoir-faire concret puisqu'il est basé sur une étude, et une montée en puissance pour le client qui est très rapide, qui sera source de rentabilité pour lui, rapide, et de succès. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Le succès de nos clients fera notre succès. Et je dirais quelque part, voilà, c'est à nous, on habite un pays qui est merveilleux. Donc c'est chaque acteur à son niveau, et de par son action, qui fera qu'on restera un pays merveilleux. Yvan, je vous voyais opiner du chef, et je veux que vous complétez un petit peu. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire comment on accompagne la transformation de l'industrie à la fois sur la R&D mais sur la partie formation, puisque les deux sont intimement liés. On a monté un projet stratégique au niveau des arts et métiers qui est tout neuf, qui a été validé par notre conseil d'administration en décembre 2020, qui est bâti autour des Evolutive Learning Factory. Donc le concept de Learning Factory, il est reconnu d'un point de vue international, c'est mettre des étudiants ingénieurs sur des plateaux techniques dans des écoles qui ressemblent à ce qu'on trouve dans l'industrie.
Mais on a rajouté cette partie évolutive qui est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, quand on va sur un site industriel, on a le site industriel en l'état le jour J et on a notre industriel qui veut le faire évoluer le plus rapidement possible. Monsieur parlait de ramp-up le plus rapide possible. Et donc, sur chacun de nos campus, on organise nos plateformes technologiques et on fait travailler nos étudiants sur l'analyse de ce qu'on a aujourd'hui, comment on peut le faire monter en compétences. Et on a des partenariats avec des industriels fournisseurs de solutions. A été inaugurée la filière solutions pour l'industrie du futur. Donc, dans cette filière-là, on va aller trouver des partenaires industriels et qui vont venir mettre en démonstration leur technologie parce qu'elles apporteront une évolution de nos Evolutive Learning Factory. Et donc, on crée un écosystème où la recherche participe à l'évolution des technologies. Quand on a une technologie qui est applicable, on la met en démonstration sur nos Evolutive Learning Factory, qui deviennent des lieux de formation adaptés pour les ingénieurs qui vont transformer l'industrie, qui deviennent aussi des showrooms pour que des PME, des ETI puissent venir voir les technologies qui peuvent faire monter en compétence leur industrie. Donc c'est vraiment cette volonté-là de l'école d'accompagner l'industrie qui construit tout notre projet stratégique où vous voyez bien que la recherche partenariale, la recherche en ingénierie, la formation sont intimement liées et heureusement il y a peu de frontières entre ces différents pans de nos missions statutaires que nous donne notre ministère. Donc vous Eric, vous profitez déjà des élèves ? Ce que je voudrais rajouter aussi pour compléter ce que disait monsieur, quand on parle de recherche, pour ceux qui nous écoutent, voilà, je veux dire, on n'essaie pas d'inventer la prochaine mission sur Mars, c'est-à-dire on est sur du concret, c'est-à-dire des problématiques, quelquefois qui peuvent paraître simples, mais c'est de le mettre en œuvre et rapidement. C'est-à-dire, voilà, j'ai par exemple un dossier qui avait été étudié. Ce dossier n'était pas, on va dire, défini et prévu pour notre société. Mais je dirais, la façon dont il a été appréhendé, la rapidité dans laquelle il a été traité, et je dirais les résultats qui étaient au bout, ont fait que notre société avait été retenue. Et je pense que ça a été tout ce relais de l'étude donc d'AM Valor, de la mise en œuvre et de montrer aux clients, voilà, vous nous avez demandé ça 3 jours après ou une semaine après, c'était fait. Alors bien sûr, l'étude a été un peu plus longue et nous étions bien sûr face à d'autres compétiteurs et on a été les seuls à pouvoir faire ça. Donc là, on était sur quelque chose de déterminé, on n'avait rien révolutionné, mais on avait mis quelque chose en musique et le client avait été un peu surpris. Et il a considéré que si on était capable de maîtriser une problématique aussi rapidement, nous étions quelqu'un de fiable dans la relation. Donc voilà, donc on est vraiment sur du concret, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect recherche, et c'est très français, où on a toujours l'impression qu'on est toujours à la recherche de la pierre philosophale, mais donc voilà, on est dans du concret. Et nous, ce qui nous intéresse au premier lieu, l'aspect symposium, on va dire, qui est plus pédagogique, mais après, c'est quelquefois, pour moi, c'est presque un sous-traitant, quoi. C'est-à-dire, on a une problématique, elle est complexe, voilà, il y a un cahier des charges, il est défini, ils répondent. Voilà, il y a ça aussi, cet aspect avec AM Valor. Et alors, Bertrand, quand il y a un petit truc comme ça qui vous tombe sur le coin de la figure, c'est panique à bord, on recherche toutes les compétences dans tout le réseau. Comme on a bien présenté notre réseau, justement, et la structuration du réseau, le fait d'avoir dans une équipe de recherche et d'enseignement toutes des personnes de profils différentes, mais qui sont à un état de l'art technologique et un état de veille scientifique très pointu, ça nous permet de s'appuyer sur des équipes très compétentes, voilà, dans chaque secteur. Alors ensuite, après, quand effectivement il y a quelque chose qui arrive très rapidement, là, on agite le réseau, très rapidement aussi. Mais en fait, on connaît assez bien nos équipes, même très bien nos équipes et leurs compétences, et on s'est assez vite orienté vers les bonnes compétences. Ensuite, il y a un problème de timing de réalisation qui est très important. Et certaines équipes qui sont moins bien structurées que d'autres d'un point de vue ressources humaines vont avoir plutôt du mal à répondre très rapidement à une problématique industrielle. Mais d'autres, comme celle de Cluny, le font couramment parce que c'est une activité historique et que le partenariat aussi s'est établi de manière historique. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens contactent directement l'équipe en place de manière à travailler avec les personnes compétentes. Ce qui permet la réactivité aussi et puis peut-être de prioriser
ces actions-là par rapport à d'autres actions. L'aspect showroom justement d'une machine qui est dans un campus arts et métiers, ça compte ça aussi? Alors, je me permets de répondre et puis je vous laisserai la parole après. Ça compte énormément. Ça compte énormément pour l'équipe et pour son image industrielle déjà. Ça compte également pour l'équipe par rapport à son image, par rapport aux étudiants que les enseignants et enseignants-chercheurs forment pendant 3 ans. Vous arrivez dans des locaux avec des moyens industriels qui sont tout récents. Hein, je veux dire, en tant qu'élève, c'est fantastique, quoi. Vous avez envie d'être formé sur ces moyens et d'y arriver. Et un troisième point, c'est que du coup, ces moyens aussi, on a différents partenariats qui se mettent en place. On l'a évoqué celui avec Mazak, mais il y a aussi beaucoup de partenariats qui permettent à des clients de faire venir leurs moyens industriels sur la plateforme, sur le plateau technologique, avant l'industrialisation. Et en fait, on déverrouille, je vais le dire comme ça, d'un point de vue technique, les moyens par rapport à une application donnée, et avant que la mise en production soit réalisée. Et ça nous donne aussi un aspect, on va dire, d'accompagnement et de service qui n'est pas R&D, mais c'est l'équipe de R&D et d'ingénieurs associés qui a les compétences pour aller vers ce niveau d'expertise-là. Et ça nous donne quand même une carte qui est très différenciante par rapport à d'autres équipes de recherche hors des arts. Eric, vous vouliez réagir justement. Oui, parce que ce qui vient d'être abordé est quand même très très important. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, on a travaillé sur un projet où l'industrialisation du matériel, on parle de biens de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est quand même lourd. Voilà, ça va passer donc à l'ensemble de Cluny. Et une fois que tout sera mis au point, l'ensemble va partir chez le client. C'est fort. Je veux dire, voilà, c'est pas une table qu'on déplace avec un ordinateur. Là, on parle de machine-outil, c'est-à-dire il y a une mise en place, il y a une industrialisation, il y a des outils, il y a un concept, il y a une précision et il y a un résultat au bout. Et après, l'ensemble s'en va directement chez le client. Donc voilà, ça montre, on est dans du concret et disons que pour montrer l'importance, bon, en France, bien sûr, vous avez des très belles multinationales, Airbus, après vous avez des rangs 1, les sociétés s'achètent, se vendent, et je dirais pour montrer la crédibilité de projets comme celui-ci, dont notre client qui a décidé de rentrer dans un grand groupe, je dirais les phases finales de la discussion se sont faites à l'ensemble de Cluny. Donc ça veut dire aussi bien celui rang 1 qui est supposé racheter dans la société est allé voir un petit peu la hauteur de l'engagement, la crédibilité, etc. etc. Donc voilà, c'est aussi une vitrine. C'est ce que je voulais ajouter, quoi. Yvan, vous voulez réagir? Justement pour les industriels ou les partenaires qui peuvent être parfois un petit peu perdus face au paysage de la recherche au niveau de la France. On a parlé d'une typologie de recherche, il y a différentes typologies. Ce qui est quand même très très important, c'est qu'il existe un label en France qui caractérise la qualité de la recherche partenariale. Ce label, il a été créé en 2006, c'est le label Carnot. Évidemment, les arts et métiers, nous portons un institut Carnot, qui est l'Institut Carnot Art. Il y a un certain nombre d'instituts Carnot actuellement en France, alors une trentaine, 39, merci Bertrand, j'avais un trou de mémoire, donc 39 instituts Carnot en France. Et il faut savoir que quand on va s'adresser à un institut Carnot, on va s'adresser à des laboratoires de recherche en ingénierie qui ont comme mission d'avoir cette qualité de recherche partenariale. Et les instituts Carnot travaillent aussi en réseau. C'est-à-dire que si Bertrand agite le réseau arts et métiers du Carnot Art, même, parce qu'on accueille des laboratoires qui ne sont pas directement des laboratoires de l'école ENSAM, mais qui sont des laboratoires partenaires, bah, si au sein de notre institut Carnot, on ne trouve pas les bonnes compétences, on est en capacité, par des filières très très réactives, en s'appuyant sur nos autres partenaires Carnot, d'aller trouver les bonnes compétences. Donc ça c'est important aujourd'hui, je crois que c'est le système Carnot est sans doute un des systèmes les plus bénéfiques qui a été créé par notre gouvernement pour vraiment aider le lien entre la recherche en ingénierie et l'industrie.
On a eu le grand plaisir d'avoir cette revalorisation de la part du gouvernement des Instituts Carnot, qui sont un élément absolument central dans la recherche partenariale, dans le dynamisme de l'industrie française et dans le dynamisme de la relation entre ces laboratoires qui font de la recherche en ingénierie, qui font de la recherche partenariale, comme on vous l'a décrit aux arts et métiers, et l'industrie qui a besoin de cet accompagnement réactif, qui a besoin d'avoir en face de lui des ressources humaines adaptées. Autre point très important, pourquoi une filiale de valorisation? Parce que nous, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, nos personnels, ce sont des enseignants-chercheurs. Et on a moins de capacité à embaucher, d'un point de vue structurel, des ingénieurs de recherche qui sont dédiés à la recherche partenariale. Nos ingénieurs de recherche, on les a, ils existent. Et c'est AM Valor qui a toute cette structure RH. Donc AM Valor plus l'ENSAM, on a une structure RH qui permet de traiter tous les TRL, les montées en TRL rapides, un petit peu plus moyen-long terme. Et on va s'appuyer sur les bons experts au bon moment. Traduction du TRL. Alors, technologie readily level, c'est-à-dire, voilà, on va partir d'études un petit peu preuve de concept jusqu'à la partie que vous présentiez tout à l'heure où on met au point la machine aux arts et métiers avant de l'envoyer chez le client. Alors là, on est au TRL 9, on est au maximum. Éric, Bertrand, la feuille de route des prochains mois, est-ce qu'on peut un petit peu en savoir un peu plus ? Non, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, il y a une relation qui existe, historique du fait que certains de notre personnel viennent de Cluny. Et bien sûr, de continuer comme ça. Il faut savoir que l'activité va mieux, l'aéronautique redémarre, et donc derrière, bien sûr, il y aura des projets. Il faut savoir que d'une façon générale, pour qu'on soit compétitif, il faut que on soit robotisé, il faut éviter l'intervention humaine. Alors, robotisation ne veut pas dire chômage. Le pays où il y a le plus de robots, c'est la Corée, et c'est un pays où il n'y a pas de chômage. Mais ce qu'il faut, c'est que nos sociétés soient compétitives. Et on travaille beaucoup, je dirais, sur comment faire un maximum de choses sans manipuler, sans manipulation, d'une façon automatique. Et ça demande de plus en plus, je dirais, de mise en œuvre, de recherche. Et là, bien sûr, avec des gens comme l'Ensam de Cluny, on a le partenaire idéal pour accompagner un peu notre clientèle. Et vous, côté Cluny, justement, il y a une petite feuille de route là jusqu'à la fin de l'année ? Côté Cluny et puis côté national. Donc côté Cluny, l'équipe vient d'investir dans un centre d'usinage 5-axes, qui est un centre Mazac, qui a été défini d'abord sur des besoins de cinématique avant de retenir vraiment Mazac. Je tiens à préciser ça parce que c'est pas parce qu'on a un bon partenariat avec Mazac que dans une équipe de recherche, on va forcément investir dans des moyens, quand on a besoin d'investir, qui sont des moyens Mazac. On a aussi ce devoir de neutralité technologique, de bien être à l'état de l'art, faire de la veille par rapport à un besoin propre pour de nombreux clients. Donc Cluny, je pense qu'avec cet investissement-là a de nombreux projets effectivement de R&D qui arrivent, l'aéronautique redémarre. La feuille de route, elle se décline aussi dans le cadre de France Relance, puisque nos clients ont déposé des dossiers, souvent liés à des gros investissements, et ont besoin de cet accompagnement technique pour aller vers l'investissement de ces machines et puis d'y amener de la mise en production. Donc Cluny est très en lien avec ce type de projets qui sont donc pilotés par nos clients et nos partenaires. Et puis un autre point au niveau national, chez AM Valor, en lien avec l'école des arts et métiers, c'est qu'on a été retenu par l'État au titre du dispositif préservation de l'emploi de R&D de France Relance. Et ça nous donne la capacité d'accompagner de nombreux partenaires industriels sur des projets de R&D à mettre en place autour d'un dispositif qui est très incitatif pour soit redynamiser une collaboration avec un partenaire industriel et revenir sur des programmes qui ont peut-être été freinés ou abandonnés, des programmes de R&D, et qu'on peut remettre au goût du jour, ou alors via notamment l'embauche de jeunes diplômés, avoir un effet de levier par rapport à des sociétés qui sont en manque de moyens à l'heure actuelle, en manque de moyens de R&D, de manière à piloter, à mettre en place ces sujets de recherche en lien avec ces sociétés-là. Et le dispositif est très incitatif pour les entreprises, et on a donc 2 ans pour les déployer au niveau des arts et métiers, et ce sera déployé au sein d'AM Valor.
Donc là, vous allez prendre votre bâton de pèlerin et vous allez faire la tournée de France, c'est ça? Non, pas tout à fait. On a la chance d'avoir de nombreuses relations industrielles. Donc, on va déjà faire le tour de nos partenaires industriels que l'on connaît pour justement rendre plus robuste notre partenariat au travers de ces projets de R&D qu'on va mettre en place. Un petit point que je peux très rajouter. très vite, puisque c'est l'heure. Dans ce plan préservation des emplois de R&D, en fait, c'est l'occasion aussi d'impliquer des personnels de nos partenaires dans le projet de recherche. Donc il y a un aspect aussi monté en compétences des ingénieurs ou des techniciens, des industriels avec qui on travaille. Merci messieurs vraiment pour ce partage d'expériences fort riche. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le troisième volet du JT Arts et Métiers. À demain et merci encore.